De nombreux sites de Maurice évoquent la présence française depuis 300 ans. Chacun a une histoire à partager. Le lieu historique où tout s'est joué reste incontestablement le vieux Grand Port. Suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique des cris. La célèbre bataille de Grand Port eut lieu en août 1810, opposant les Anglais aux Français. Si elle fut la plus grande victoire navale française, les Anglais reviendront néanmoins à la charge en décembre 1810. Et le 2 décembre 1810 marqua la fin de 99 années de régime français. C'est au musée naval de Maillebourg que l'histoire de Maurice est inscrite. Ce bâtiment a été construit vers la fin du XVIIIe siècle. Après la bataille navale de Grand Port, les deux commandants rivaux, Louis le Bail et le baron Duperré, y furent soignés. La victoire anglaise donna lieu à un traité de capitulation signé le 3 décembre qui permit aux habitants de conserver leur religion, leurs lois et leur langue française. Pour Yvan Martial, historien, le choix de garder la langue française était presque évident. La France ne nous laisse pas sa langue. C'est nous qui prenons la langue française. Et la question, c'est pourquoi nous prenons le français et pas l'anglais? Alors là, il peut y avoir beaucoup d'explications. D'abord, les Anglais, on connaît un peu leur complexe de supériorité. Ils se sont contentés d'administrer Maurice. Le nombre de fonctionnaires anglais n'a jamais dépassé 5000. Il y a très peu de familles anglaises qui sont restées à Maurice. Les rares familles anglaises qui se sont restées à Maurice se sont mauricianisées, donc francisées, sont devenues des francophones. Et donc, c'est la langue de tous les jours, sans compter que ce français déformé avait créé une langue commune qui est le créole, le patois, et qui est parlé, qui est compris par tout le monde. Il y a eu pourtant pas mal d'efforts, d'abord par les Anglais, ensuite par la communauté anglicane. Tout ce monde-là pensait qu'en anglicanisant la population mauricienne, on allait la rendre anglophone. Il y a deux missionnaires qui travaillent l'un à côté de l'autre. Bon, Jacques-Désiré Laval, tout Maurice le connaît, mais l'autre, c'est Jean Lebrun. La langue de Molière a traversé les âges, témoin de son ancrage, la presse mauricienne. Dans la rue du Vieux Conseil à Port-Louis, vous pourrez trouver au musée de la photographie le premier journal paru à l'Île-de-France. Le premier journal français de l'hémisphère sud s'est imprimé dans Port-Louis à l'île Maurice. C'est annonces, affiches et avis divers pour les colonies de l'Île-de-France et de Bourbon. C'est un journal qui a paru le 13 janvier 1773. Évidemment, il fallait avoir l'autorisation du roi pour pouvoir diffuser une information. Et la population était évidemment dans une espèce de surveillance, si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas publier n'importe quoi. Hein. On se souvient de l'affaire Bottineau, par exemple, qui a été exilé parce qu'il avait diffusé, il avait dit que l'île Maurice allait être attaquée. Nous sommes en novembre 1810. Les rédacteurs en chef, les propriétaires des journaux, les imprimeurs, ils ont eu assez de courage pour continuer ça. Mais ils ont été rusés aussi. Hein? Et ils se sont imposés à travers la presse, à travers la publicité à l'époque, les affiches qu'on collait, etc. Et puis, il y a eu Farquhar qui a accepté une des plus belles actions, je dirais, hein, un plus beau deal, c'est que Farquhar, avec la prise de possession, accepte que tout le monde puisse préserver leur religion, leurs coutumes, leur propriété, etc. L'autre monument qui témoigne de l'héritage légué par les Français dans l'île se trouve à l'entrée de la capitale. Nous sommes à Port-Louis, à l'hôtel du gouvernement qui abrite notre Assemblée nationale. Construit par Maille de la Bourdonnais, cet édifice est un bâtiment historique. Comment l'hôtel du gouvernement s'inscrit dans l'héritage architectural légué par les Français? Un homme s'est intéressé à son histoire.
Il me fascine parce que je le considère comme un point de passage, allons dire, un pont, une passerelle qui traverse les siècles. Il a été construit d'abord au tout début de la colonisation française, allons dire de l'implantation française, donc en 1735 et 1736. Et la Bourdonnais a jeté les bases, n'est-ce pas, de ce qui allait devenir en même temps notre Assemblée nationale, le Parlement, mais qui n'a pas été donc rejeté, récusé, qui n'a pas été abandonné par les successeurs, les Anglais. Alors donc, je crois que c'est symbolique que Cole, Colville, Farquhar et tous ceux qui et tout ce monde-là aient fait des ajouts, et même après nous autres Mauriciens, après l'indépendance, avant même l'indépendance, on a construit là-dessus. Et vous pouvez justement nous parler un peu plus de ce salon? Est-ce qu'il a quand même un symbole? Ah ben oui, vous savez que Pierre Poivre, par exemple, à un certain moment, avait son bureau ici et il avait des relations assez conflictuelles avec le gouverneur de l'époque, je crois que c'était une jument. Et donc, dans mon livre, je parle de tout ce qui a été consigné, de toutes ces querelles, mais aussi, par exemple, les gouverneurs anglais recevaient les notables de la colonie ici. Il y a eu des bals, il y a eu des levées, par exemple, quand une souveraine, que ce soit pour la reine Victoria qui accédait au trône en 1837, ou la célébration de ses 50 ans, de ses 60 ans, mais déjà à l'époque française, parce que il faut quand même qu'on s'appesantisse sur l'époque française. Ici, on recevait sur Couf, on recevait surtout les grands héros, que ce soit D'Estaing, Suffren, etc. Et on regardait à partir d'ici s'en aller les voiliers, les vaisseaux. Parmi les 21 gouverneurs de l'Île-de-France, un homme a davantage marqué l'histoire de Maurice, François Mahé de la Bourdonnais. En 1735, lorsqu'il arrive, il a de grands projets pour la capitale et s'attelle au travail. Il est très connu et puis oui, je crois qu'il est très apprécié des Mauriciens. Quand il arrive en 1735, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'il y avait moins de 900 personnes à Maurice. Donc c'était effectivement l'Île-de-France depuis 1715, mais en 20 ans, il ne s'était pas passé beaucoup de choses. Et Mahé de la Bourdonnais, c'est un bâtisseur extraordinaire, il a une très grande énergie et surtout il donne une ambition en fait à l'île Maurice. C'est ça qui est intéressant, il se dit mais cet endroit est extrêmement bien placé dans l'océan Indien et donc il va développer le port, la ville de Port-Louis pour le commerce qui s'échange entre l'Europe et l'Inde. Il va faire de la construction navale, créer des routes, créer l'agriculture, créer le sucre. Donc en fait c'est le premier qui pense au développement de Maurice, de l'Île-de-France, en tant que territoire et pas uniquement le lieu de passage que ça avait été avant pour les Portugais, les Hollandais et le début de l'époque française. Donc je crois que c'est pour ça que Mahé de la Bourdonnais, c'est quand même le grand homme de cette période, parce qu'il a vraiment imaginé le développement de l'île Maurice. Mahé de la Bourdonnais fait construire des maisons, des routes et des drains à Port-Louis. Il fit venir des artisans dans plusieurs métiers et parmi des Tamouls reconnus pour leur génie dans la construction. Lorsqu'il n'était pas à l'hôtel du gouvernement, Mahé de la Bourdonnais séjournait au château de Montplaisir à Pamplemousse. Pamplemousse qui abrite notre jardin botanique qui s'est développé grâce à un autre homme d'envergure. Ce jardin qui fait la fierté des Mauriciens doit sa renommée au Français Pierre Poivre qui arriva à l'Île-de-France en 1746. Il introduisit de nombreuses plantes et épices comme le girofle et la muscade. Aujourd'hui, le jardin compte environ 200 000 visiteurs par an. C'est à Pierre Poivre, botaniste de profession, que nous devons la présence des épices les plus fines. Il fit venir de nouvelles plantes d'Indonésie et de Philippines et travailla ardemment à leur acclimatation. Grâce à lui, le jardin de Pamplemousse jouit désormais d'une notoriété mondiale. Il est le passage obligé de tous les invités de marque qui y laissent leurs empreintes. Indira Gandhi, François Mitterrand, Mandela, Abdul Kalam y ont tous planté un arbre. Pour marquer le tricentenaire de la présence française cette année, le député français Alain Marceau et le sénateur Christophe Froissart
n'ont pas dérogé à cette règle.